Bonjour. La prochaine présentation est de Marloes de Valk. C'est une artiste, une écrivaine des Pays-Bas. Elle travaille avec beaucoup de matériel et de médias différents. Son sujet aujourd'hui sera pourquoi anthropomorphisons-nous les ordinateurs tout en nous déshumanisant dans le processus. Il y aura une translation depuis l'anglais vers l'allemand et le français. Okay. Give a big applause for Marloes. Merci d'accueillir chaleureusement Marloes. Thank you, Yatia. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Mon nom est Marloes de Valk et je vais vous parler d'anthropomorphisation. Je vais avoir une approche en termes de survie et de stratégie. Quand je parle de big data, je vais plutôt me concentrer sur les aspects sociaux et techniques du phénomène et des recherches qui utilisent ces données. Ces données, ça peut être par exemple des données de cartes de crédit, mais aussi des données de réseaux sociaux, plein de sortes de données différentes. Ah, j'ai un petit problème de slide. Oh gosh. I will in a moment. Gosh, it's completely frozen. I'm very sorry, technical staff. I have to exit. Petit problème, il faut que je quitte le logiciel, que je revienne, excusez-moi. Help. À l'aide. I have to get rid of something, I think. Should we just kill it? Oh, that's so stupid. Yes, this first slide is already saying it. Computers are people too, so maybe there's not a wake yet, but they're gonna have a coffee. Comme le dit cette première slide, les ordinateurs sont aussi des êtres humains. Peut-être que celui-ci n'est tout simplement pas encore réveillé. I'm sorry, it's it's really not working. All right, let's see if we're back. Okay. Ok. Okay. So, sorry for the interruption. Désolé pour l'interruption. I wanted to start. Je vais commencer Silicon Valley itself. Tell a story about technology. pour I'm really sorry about that. dire une histoire à propos de la technologie et finalement cette interruption l'a fait pour moi. During our lifetime, we're about La propagande de la Silicon Valley, c'est ce qu'on va voir de notre vivant. Les gens n'ont pas idée à quelle vitesse les choses peuvent changer. Ça me remplit d'un sentiment d'admiration, mais aussi un peu de crainte. Je vais vous expliquer pourquoi la décennie qu'on vit n'est pas seulement un moment intéressant,
mais un des moments les plus excitants de toute l'histoire humaine. Which is almost like a force of nature, is driving a whole slew of technologies. Technology being the force that takes what used to be scarce and La technologie, c'est une force qui prend ce qui était auparavant précieux et rare et qui va transformer tout ça en abondance. Le futur ne va pas se prendre en charge lui-même. Le monde regarde l'Amérique et l'Amérique regarde la Silicon Valley. Ici, à la baie de San Francisco, il faut qu'on crée des solutions. Mon but est de simplifier la complexité. De grandes choses peuvent arriver. La technologie est comme une magie. Je crois qu'il y a deux voies pour l'humanité. La première, où nous restons sur Terre. Je n'ai pas une prédiction d'apocalypse, mais quelque chose va arriver. L'alternative, c'est que nous devons une espèce multiplanétaire et nous nous amusons dans l'espace. Nous allons nous installer sur Mars. Et on a raison, puisque c'est cool. En termes d'espace, mon but, c'est d'utiliser l'infrastructure pour que les générations futures puissent avoir des opportunités aussi excitantes que celles qu'on a aujourd'hui. La peur me rend énervé. J'ai l'idée que vieillir, c'est une question de plastique. Et qu'en fait, si on arrive à pénétrer le code, si on arrive à hacker le code, on pourrait continuer à vivre indéfiniment. On pourrait arrêter le vieillissement. La question n'est pas Silicon Valley, celle de la Silicon Valley qui vivrait sur le sang des autres. Mais avec les technologies de la santé, on va pouvoir lire notre génome. Avec les technologies de la santé, on va pouvoir rendre la mort optionnelle. On peut créer des transformations humaines qui feraient pâlir les transformations que l'on voit dans les comics Marvel. Les anciennes cultures s'intéressaient au futur en pensant à des choses comme les cyborgs ou l'immortalité. Nous sommes au début du début, la première heure du premier jour. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Les meilleurs produits des prochaines 25 années ne sont pas encore inventés. Maintenant, nous allons changer le monde, un robot à la fois. Maintenant, nous allons pouvoir créer des robots qui vont pouvoir résoudre nos moindres désirs. Cela va être absolument magique. Un monde complètement industrialisé. Mais nous devons nous développer plus vite que la technologie. Les ordinateurs risquent de prendre la main par rapport aux humains. Mais nous avons peut-être créé l'espèce qui pourrait nous dépasser. L'existence risque d'être mise en question avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'histoire nous a montré que nous pourrions être capables de créer des systèmes beaucoup plus complexes que nous et qui pourraient nous enfermer. Il y aura certainement des bénéfices économiques pour ceux qui créeront ces intelligences artificielles, mais même si nous acceptons l'idée que nous pourrions disrupter complètement notre société, il pourrait y avoir des impacts importants. Même si nous acceptons, marketingment parlant, que cela soit rentable, nous sommes néanmoins lancés dans une course contre la mort, une course contre notre déclassement.
Tout ça, c'était des citations. Every single one. Not only Silicon Chacune des Valley phrases. CEOs speak of technology in mysterious Non seulement la Silicon Valley parle de la technologie de manière mystérieuse, mais elle fait aussi des choses étranges. Voilà un titre de mai 2016, l'intelligence artificielle doit être régulée, mais ne régulons pas les mathématiques. Safely deliver users to their destinations in the real world and overall reduce the number of accidents. How they achieve this is irrelevant. With enough data, the numbers speak for themselves. Avec assez de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. C'était une théorie exposée dans un article fameux de Chris Anderson. À un autre titre, Google crée des intelligences artificielles qui peuvent s'apprendre à elles-mêmes à être meilleures que les humains. To accumulate thousands of years of human knowledge within days. Microsoft apologizing for their teen chatbot Gone Nazi, stating it wasn't their fault. Microsoft s'est excusé pour son chatbot qui a proféré des injures et des propos nazis. Ils ont dit que ce n'est pas comme ça qu'ils l'avaient designé. Ensuite, il y a un article de PC World qui dit que l'intelligence artificielle a créé en 3D un Rembrandt tout nouveau et qu'il est très bon. À partir de 346 tableaux du peintre, ce logiciel a créé des dizaines de nouveaux Rembrandts. L'intelligence artificielle et le deep learning sont ce qui nous est vendu. Et pourtant, c'est clair que derrière cela, il y a des programmeurs, des humains. Et pourtant, on ne dit pas ces tableaux ont été faits par une équipe de programmeurs. En fait, ce que tous ces messages nous disent, c'est que c'est l'ordinateur qui l'a fait. Mais pour l'instant, on n'a que de l'automatisation intelligente, mais il y a toujours quelqu'un derrière. En fait, on fait de l'anthropomorphisation des ordinateurs et on attribue des qualités presque humaines aux ordinateurs. J'aimerais vous proposer deux stratégies de survie. Pendant l'évolution de l'esprit humain, nous avons évolué d'un langage plus socialisé. La théorie de l'esprit nous laisse penser que tout passe par l'empathie. Tout ce qui possède un esprit doit être lié à l'empathie. They show through multiple experiments. Reeves and Nass were picking up on this anthropomorphization, and they show through multiple experiments that we haven't changed that much. Through multiple experiments, they show how people treat computers, television, and new media like real people and places. Even though test subjects were completely unaware of it, they responded to computers as they would to people, being polite, cooperative, attributing personality characteristics such as aggressiveness, humor, expertise, and even gender. Meaning we haven't evolved that much, we still do it. Microsoft unfortunately misinterpreted their research and developed Microsoft a mal interprété ses recherches. 1 year later in Office 97. Et c'est ce qu'on a vu en 1997 avec le paperclip à visage humain. Et je vous propose une autre théorie de la survie, celle de l'oracle. C'est celle où on essaie de prévoir les événements. Et on essaye d'orienter les événements dans ce qui nous intéresse le plus. On ne peut pas prévoir le futur, mais on a besoin d'avoir ce sentiment qu'on contrôle notre destinée. C'est un moyen de se réconforter. On pense que l'oracle de Delphes, intoxiqué par des vapeurs qu'elle aspirait, faisait de tels oracles et parlait à la place des dieux. Ensuite, les temples traduisaient ceci en choses compréhensibles pour l'humain et on disait que les dieux avaient parlé.
Maintenant, on va faire pareil avec les ordinateurs. Les ordinateurs vont cracher des nombres, il va falloir les interpréter, et on aura l'impression d'avoir eu un avis éclairé. Le plus grand, la base de données, le plus intéressant, la prophétie. On fait comme si cela n'était pas sujet à nos biais et à nos erreurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a cet article de C. Anderson avec assez de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez oublier tout ce qui est psychologie, les nombres font ce qu'ils veulent et on peut voir avec fidélité, avec précision ce qu'ils font. Ce nouvel oracle, cet oracle de l'âge moderne, évidemment, il est apprécié par tous ceux qui vendent des bases de données et tous ceux qui structurent les bases de données. Et on fait comme si les big data avaient des super pouvoirs, et notamment à travers les médias. On a pu voir des articles, par exemple, sur l'élection de Trump et l'importance des big data et comment ils ont influencé les résultats des élections. L'idée, c'est que les données en savent plus sur vous que votre propre mère. L'article dit même que les données peuvent en savoir plus sur vous que ce que vous pensez savoir sur vous-même. Cathy O'Neil, dans son livre Les armes de destruction mathématiques, parle très bien de ce phénomène. Mais ce n'était pas que Trump. Tous les candidats le faisaient. Hillary Clinton utilisait un logiciel appelé Groundwork qui a été créé par Eric Schmidt. Ted Cruz utilisait d'autres logiciels aussi de Big Data. Il y a eu un article dans Motherboard assez détaillé sur l'importance de la donnée dans la campagne électorale américaine. Dedans, il y a un rappel, un avertissement sur le fait qu'utiliser les big data, ça fausse le résultat démocratique. En fait, il y a une croyance que les grandes bases de données créent une forme de connaissance et d'intelligence qui est tellement puissante qu'elle dépasse l'analyse humaine. On nous présente des tableaux, on nous présente des graphes, on nous dit qu'ils sont faits des ordinateurs, et Stephen Levi, le chercheur, a montré comment toutes ces choses nous poussent à croire que les résultats sont fondamentalement non biaisés et exacts. Tim Harford a identifié 4 piliers pour ce genre de foi. Le premier, c'est la précision presque inhumaine. Le deuxième, c'est la préférence sur la corrélation plutôt que la causation. Le troisième, c'est la croyance qu'un échantillon représente la totalité des gens. Et la quatrième, c'est qu'avec suffisamment de données, les données finissent par parler d'elles-mêmes. Cette dernière idée est naïve, évidemment, quand on voit comment sont constituées les bases de données et comment elles sont utilisées. Nicolas Stalla a écrit quelque chose, ce qu'il appelle l'utilisation d'exemples précis et montre qu'on peut par exemple montrer une corrélation très forte entre des stocks et des prix et ce qui se passe au Bangladesh. Bon, c'est un paradoxe. Évidemment, on a tendance à voir ces corrélations là où il n'y en a pas. On consulte le nouvel oracle sans le critiquer et du coup, on se déshumanise nous-mêmes en même temps qu'on anthropomorphise l'ordinateur. On se retire de l'équation et du coup, on voit ce qui est vraiment. On a l'impression qu'il n'est plus possible
de ne pas être d'accord avec le big data et avec les analyses du big data. On ne peut pas vérifier les biais, on ne peut pas remettre en question les résultats. Et voilà ce que j'appelle la déshumanisation. Ça devient évident pour quiconque est victime d'une décision automatisée qui l'exclut. Si vous vous faites exclure de certains privilèges sociaux à cause d'une décision algorithmique ou de big data, là vous êtes complètement déshumanisé par ce processus. La manière dont on pense l'information a beaucoup changé depuis le siècle dernier, alors que c'était auparavant seulement un moyen de contrôler un système, c'est devenu notre représentation de la réalité. Ici, on voit Norbert Wiener qui a construit une machine sur les fonds de Life Magazine. C'est des photos qui n'ont jamais été publiées parce que d'après l'éditeur de Life, on n'y voyait pas suffisamment les caractéristiques humaines de l'ordinateur. Norman Wiener a écrit « Vivre vraiment, c'est vivre avec les bonnes informations ». Et presque au même moment, Shannon a publié une théorie mathématique de la communication. John Darren Peter a bien expliqué comment cette théorie a été interprétée par les sciences sociales pour leurs propres besoins. Bertrand Russell had proved conclusively in struggling with the Entscheidungsproblem that many analytic functions could not be logically represented or mechanically executed. Mais on sait en fait que beaucoup de fonctions analogiques ne peuvent pas être représentées de la façon compréhensible par les humains. On voit qu'il y a une différence en fait entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Mais ça, on l'a oublié. 10 ans plus tard, la recherche sur l'intelligence artificielle a commencé à comparer l'intelligence artificielle avec les humains. Dans les années 80, l'information devient encore plus importante, encore plus puissante. On a un article comme celui que je vous montre où on dit que l'information a dépassé l'entendement humain. Sorry. Yeah. This is an image of voilà une image, un dessin qui date du Moyen-Âge, où on voit le déplacement des liquides dans le corps. À l'époque, on prenait ça comme la manière de fonctionner de notre corps et de notre intelligence. Ce dessin-là est du XVIe siècle. Il a inspiré par exemple René Descartes qui disait que l'homme est une machine complexe, où l'âme et le corps sont complètement séparés. On a tendance à continuer à penser comme ça. On compare notre cerveau à un ordinateur. On dit que notre cerveau est un traiteur d'informations. À partir de là, ça paraît pas bizarre de considérer que le big data est un nouvel oracle. On se voit comme des machines et on voit les machines comme des humains. Mais est-ce que ça marche vraiment de penser comme ça? La première manière de penser la survie, elle nous a permis d'arriver jusqu'où on est, de rester vivant. Mais la deuxième manière, celle de l'oracle, ça nous a permis tous les progrès technologiques qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien, tout d'abord, il faut se préoccuper véritablement de ces problèmes. Comme c'est le cas pour le problème du réchauffement climatique, we are in a bit of a pickle, seeing our consciousness as separate from our bodies like software and hardware. Si on continue à avoir notre conscience complètement différente de notre corps et qu'on croit qu'on peut transférer notre conscience à un ordinateur, puisqu'on pense que les deux fonctionnent de la même façon, alors on va croire qu'on va pouvoir vivre
toute l'éternité. Il y a même un projet de William Burroughs dont l'idée est de centraliser toutes les données de l'humanité et de les envoyer sur une base lunaire afin de sauvegarder toutes les productions de l'humanité. En fait, quand Elon Musk parle de coloniser Mars, ce qu'il a fait dans sa dernière présentation en mars dernier, c'est également la même idée comme manière de survivre. Mais avec tellement de données, avec de si bons scientifiques qui les regardent, on a l'impression qu'on va pouvoir réussir à maîtriser le changement climatique. On a l'impression qu'on va pouvoir continuer sans essayer de penser le changement radical qui s'impose. Mais l'information, c'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a toujours une personne qui porte cette information. C'est important de se rendre compte de cet aspect humain quand on parle du réchauffement climatique et de voir les gens qui sont directement affectés. On voit ici une photo du lac Balta en Chine. Et on voit les effets de notre mode de consommation sur le tiers-monde. On peut penser par exemple à tout ce qui est aviation et aux consommations d'énergie. Ce qui se passe, c'est que les recherches sur le climat nous montrent que la Terre se réchauffe de manière alarmante et rapide. Quand il s'agit de terrorisme, on a pu changer de manière de penser vraiment très radicalement et très rapidement. Quand il y a des dangers qui requièrent de changer complètement le status quo, comme le réchauffement climatique ou l'intelligence artificielle, là par contre, on n'a pas encore pris l'ampleur, on n'a pas encore mesuré l'ampleur du changement qu'il faut faire. And our true nature, an embodied intelligence, not a brain in a jar. An organism completely intertwined. Mais finalement, on peut se poser la question, est-ce que vraiment notre essence, c'est des cerveaux complètement séparés d'un corps? Anthropomorphiser, ça fait partie de notre nature humaine. Et ce n'est pas un problème. Ça nous permet d'avoir de l'empathie pour le monde qui nous entoure. Mais il ne faut pas confondre la métaphore avec la réalité. Les ordinateurs, on dit qu'ils comprennent, on dit qu'ils pensent, et parfois les humains, on dit qu'ils bug. C'est des bonnes métaphores, mais ce n'est pas la réalité. If there is more awareness about the misleading descriptions of machines as human-like and humans as machine-like and all of reality as an information process. Si on décrit les choses, si on décrit les ordinateurs comme des humains et les humains comme des ordinateurs, on décrit une réalité qui est basée uniquement sur l'information. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle forte, il y a seulement de bonne automatisation. Tout ça, c'est des problème auquel il faut que nous réfléchissions sérieusement. As Kate Crawford and Meredith Whittaker point out in the AI Now report, recent examples of AI deployment, such as during the US elections and Brexit, or Facebook revealing teenagers' emotional states to... On a eu beaucoup d'exemples récemment d'utilisation de l'IA, que ce soit la manipulation des fils d'actualité par Facebook ou sur l'élection de Trump. On a l'impression qu'il y a un effet invisible de l'IA sur la société. Je vous recommande de lire le rapport que je viens de citer. Il cite certains problèmes qui vont avoir lieu. Le problème de l'optimisation du travail et de la répartition des richesses. Le problème du droit à la rectification des décisions qui sont prises par un ordinateur sur nous. Those directly impacted, Those directly impacted by deployment of AI systems rarely have a role in... Ceux qui sont touchés par le déploiement de l'intelligence artificielle doivent avoir un rôle dans la manière dont on le pense.
and to assess their fairness, to contest and rectify wrong and harmful decisions or impacts. Il faut avoir le droit de challenger la justice qu'ils proposent, de challenger les décisions qu'ils font. In any case, there is a great chance of a like-me bias because of the uniform On a tous un biais qui est le biais de penser que les gens vont penser comme nous. Et finalement, quand on regarde l'oracle que nous avons construit, le nouvel oracle, on a l'impression que toutes les personnes intelligentes vont penser comme nous. Mais le machine learning, c'est pas tellement sur le but du machine learning, c'est pas tellement que les machines prennent conscience d'eux-mêmes, c'est finalement l'exploitation d'hommes par d'autres hommes. Il y a des questions éthiques là-dessous de comment nous nous percevons nous-mêmes. Il ne faut pas que nous ayons la discussion que nous avons voulu d'avoir, mais la discussion dont nous avons besoin. Et se demander comment la technologie marche, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent à travers la planète. Merci. Thank you, Malos. Merci, Malos. Est-ce qu'il y a des questions? Like you would have. 1 minute. On a encore une petite minute. So Super. thank you again. Give a big applause again. Thank you. Merci, un tonnerre d'applaudissements. Merci encore.